Dans le silence apparent du muscle au repos, une activité biochimique intense se prépare. À chaque contraction explosive, à chaque répétition lourde, l'ATP, cette molécule universelle de l'énergie, est consommée en une fraction de seconde. Sans mécanisme de secours, l'effort s'effondrerait presque instantanément. C'est précisément dans cet intervalle critique que la créatine intervient. Naturellement synthétisée à partir de la glycine, de l'arginine et de la méthionine, la créatine est stockée majoritairement dans le muscle squelettique où elle existe sous deux formes complémentaires, la créatine libre et la phosphocréatine. Cette dernière constitue une réserve énergétique immédiate, capable de céder son groupement phosphate à l'ADP pour régénérer rapidement l'ATP. Cette réaction, catalysée par la créatine kinase, agit comme un tampon énergétique de très haute puissance, indépendant de l'oxygène et plus rapide que tout autre système métabolique. Lorsque l'on augmente artificiellement les réserves de créatine par la supplémentation, ce système phosphagène gagne en capacité. Les réserves intramusculaires de phosphocréatine s'élèvent, prolongeant la capacité à maintenir une production de force élevée lors d'efforts brefs et intenses. La conséquence fonctionnelle n'est pas tant une augmentation brute de la force instantanée qu'un ralentissement de la fatigue et une récupération plus rapide entre contractions successives. En pratique, cela se traduit par quelques répétitions supplémentaires, une charge légèrement plus lourde ou un maintien de la puissance sur plusieurs sprints. Des gains modestes en apparence, mais décisifs lorsqu'ils se répètent, séance après séance. Cette disponibilité énergétique accrue modifie également l'équilibre métabolique de la fibre musculaire. En réduisant la dépendance immédiate à la glycolyse anaérobie, la créatine limite l'accumulation précoce d'ions hydrogène, retardant ainsi l'acidification intracellulaire associée à la fatigue périphérique. Le muscle ne devient pas infatigable, mais il devient plus tolérant à l'intensité. À plus long terme, les effets observés sur l'hypertrophie musculaire sont essentiellement indirects. La créatine n'est pas une molécule anabolisante au sens hormonal du terme. Elle agit plutôt comme un amplificateur d'entraînement. En permettant un volume de travail plus élevé, elle accentue les signaux mécaniques et métaboliques à l'origine des adaptations musculaires. Des travaux suggèrent également une augmentation locale de l'expression de facteurs de croissance, une activation plus marquée des voies de signalisation liées à la synthèse protéique et une stimulation de l'activité des cellules satellites. Pris isolément, ces mécanismes sont discrets. Cumulés dans le temps, ils deviennent mesurables. Un autre aspect, souvent mal interprété, concerne la prise de masse rapide observée lors des premières semaines de supplémentation. La créatine est osmotiquement active, son accumulation intracellulaire attire l'eau à l'intérieur de la fibre. Cette volumisation cellulaire n'est ni pathologique ni sous-cutanée. Elle reflète une augmentation du compartiment intracellulaire et pourrait même constituer un signal favorable à l'anabolisme. Le muscle devient plus hydraté, plus dense, plus fonctionnel. Si l'on quitte le muscle pour le système nerveux central, le tableau reste cohérent. Le cerveau utilise lui aussi le système créatine-phosphocréatine pour sécuriser son approvisionnement énergétique. Dans des conditions de stress, privation de sommeil, charge cognitive élevée ou apports alimentaires faibles en créatine, la supplémentation semble améliorer la résistance à la fatigue mentale et certaines fonctions exécutives. Des pistes thérapeutiques sont également explorées dans le cadre de pathologies neurodégénératives, bien que ces applications restent à ce stade expérimentales. Sur le plan de la sécurité, les données accumulées sur plusieurs décennies convergent. Chez les individus en bonne santé, une supplémentation chronique à dose physiologique n'altère ni la fonction rénale ni la fonction hépatique.
L'élévation parfois observée de la créatinine sanguine reflète davantage une augmentation du substrat disponible qu'une dégradation de la filtration glomérulaire, une distinction biochimique essentielle, souvent mal comprise. Cependant, malgré la solidité apparente du corpus scientifique entourant la créatine, certaines limites structurelles de la recherche méritent d'être reconnues. Une grande partie des études repose sur des populations jeunes, majoritairement masculines, physiquement actives et en bonne santé. Cette homogénéité, favorable à la validité interne, limite néanmoins l'extrapolation des résultats à d'autres groupes tels que les femmes, les personnes âgées ou les individus atteints de pathologies chroniques. De plus, la plupart des protocoles expérimentaux s'inscrivent dans des temporalités relativement courtes. Si elles suffisent à observer des adaptations fonctionnelles ou des gains de performance, elles restent insuffisantes pour explorer de manière exhaustive les effets d'une supplémentation prolongée sur plusieurs années. Les données à long terme sont globalement rassurantes, mais encore fragmentaires. La variabilité interindividuelle constitue une autre limite importante. L'existence de sujets dits non répondeurs, chez lesquels les réserves intramusculaires de créatine sont peu modifiées par la supplémentation, complique l'interprétation des résultats moyens. Cette hétérogénéité, probablement liée à des facteurs génétiques, alimentaires et morphologiques, reste encore imparfaitement caractérisée et rarement intégrée de manière systématique dans les analyses. Enfin, les effets extramusculaires, cognitifs, neuroprotecteurs ou thérapeutiques reposent sur un nombre encore limité d'essais cliniques, souvent de petite taille, et aux méthodologies hétérogènes. Si les mécanismes biologiques proposés sont plausibles, leur traduction clinique demeure à confirmer par des études randomisées, longitudinales et de plus grande ampleur. Ces limites ouvrent toutefois des perspectives de recherche fécondes. Un premier axe concerne l'identification des déterminants de la réponse individuelle à la créatine. L'étude des polymorphismes génétiques liés au transport et au métabolisme de la créatine pourrait permettre, à terme, une supplémentation plus ciblée et personnalisée. Un second axe réside dans l'intégration de la créatine à des modèles d'entraînement plus complexes, tenant compte de la périodisation, du type de contraction et de l'état énergétique préalable du muscle. Sur le plan neurophysiologique et clinique, l'exploration des effets de la créatine sur la fatigue centrale, le vieillissement cérébral ou certaines pathologies neurodégénératives représente un champ encore largement ouvert. Enfin, la temporalité même de la supplémentation pourrait être repensée. Des stratégies intermittentes ou cycliques, synchronisées avec certaines phases de l'entraînement ou du cycle de vie, pourraient révéler des effets aujourd'hui dilués dans des protocoles standardisés. Ainsi, la créatine apparaît moins comme un simple complément ergogénique que comme un modèle privilégié pour étudier la plasticité énergétique de l'organisme humain. Loin d'être un sujet clos, elle demeure un outil conceptuel et expérimental au cœur des interactions entre métabolisme, adaptation et performance biologique.